On regarde les courbes de projection qui sont dans le rapport du GIEC et qu'on voit les échéances 2050 et quelques, ben, nos étudiants se sentent forcément très, très concernés, puisque je vous rappelle que nous avons maintenant des étudiants qui sont natifs du 21e siècle et qui sont donc très concernés par ce qui va se passer en 2050 et au-delà. Et donc, il y a des attentes très, très fortes et c'est notre enjeu à tous d'être à la hauteur de ces attentes et de pouvoir répondre de la meilleure manière avec une offre de formation adaptée, avec un engagement clair et lisible de notre école et avec une maîtrise, non seulement une maîtrise de nos impacts, mais une mobilisation générale pour participer à l'effort collectif de réduction de l'empreinte carbone de nos activités. Voilà. J'en dirai pas plus. Je passe la parole à Yvon Pelter, président de l'IESF Pays de la Loire. Merci. Merci, monsieur le directeur, de nous accueillir dans votre belle amphi. Moi, je suis ravi de vous accueillir toutes et tous pour cette nouvelle journée de l'ingénieur. Ceux qui nous connaissent et nous suivent maintenant depuis plusieurs années le savent. Chaque année, à la même période, au mois de mars, nous avons l'habitude de faire un peu partout en France et en particulier ici en Pays de la Loire à Nantes, une journée d'ingénieurs. Mais j'oserais vous dire que depuis quelques années, il y a un jour un peu magique qui a été mis en place sous l'égide de l'UNESCO, c'est-à-dire une journée mondiale de l'ingénieur qui a lieu le 4 mars pour être précis. Cette année, c'était un samedi. Pour nous, nous avons choisi ce jour aussi pour la disponibilité des différents intervenants, bien sûr. Vous avez derrière moi donc un petit peu un transparent qui vous présente un peu aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ce que nous sommes. Pour information simplement, IESF existe depuis la fin du 19e siècle, hein, donc ça fait quand même quelques décennies, et nous sommes là pour rassembler l'ensemble des ingénieurs de l'ensemble des écoles de France et de Navarre, et aussi les scientifiques, et puis les représenter, bien sûr, au niveau français, européen et international. Modestement, ici, en Pays de la Loire, nous avons deux types d'actions phares. La première, ce sont des conférences comme celle d'aujourd'hui, destinées à valoriser et faire mieux connaître un certain nombre de disciplines scientifiques, et puis aussi les vulgariser. Et puis, deuxième action, qui a aussi toute son importance, je pense que vous le savez toutes et tous, on manque d'ingénieurs en France et on a un peu de mal à mobiliser nos jeunes générations pour se tourner vers les carrières scientifiques. Alors, nous sommes des bénévoles, nous allons faire partager nos expériences dans les collèges et lycées. Nous sommes accueillis un peu partout dans les 5 départements. J'en profite pour passer un appel aux jeunes, que vous soyez étudiants ou jeunes en activité ou même retraités. Nous vous engageons à venir nous rejoindre. Hein, on manque de bras puisqu'on est très sollicité et c'est un bien. Mais voilà, donc si vous avez envie de passer quelques heures à notre disposition et puis surtout à disposition des jeunes, vous êtes les bienvenus. Voilà, j'en dirai pas plus dans ce petit mot de présentation. Je vais donner la parole à notre animatrice qui est à mes côtés. Alors j'ai un peu de mal à la positionner parce qu'elle a plein d'activités. Elle s'occupe de communication, d'après ce que j'ai vu, de formation, de consulting. Donc, en tout cas, pour ce soir, elle est là pour animer notre soirée. Et je vais lui laisser le soin de la présenter, de présenter les différents intervenants. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque le temps nous est compté. Pour vous faire une petite présentation rapide de ce qui va se passer ce soir, nous aurons deux mini-conférences de 10-15 minutes d'Alain Grandjean, qui n'est pas avec nous ce soir, mais en liaison du Lot, je pense, et après avec Damien Michaud. Et ensuite, les intervenants autour de la table que je vous présenterai, qui vont vous raconter aussi ce qu'ils font, et puis nous aurons un temps d'échange de questions-réponses. Voilà. Alors Alain, bonsoir Alain. Alain Grandjean, vous êtes associé cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici et membre du Haut Conseil pour le climat. Et vous avez l'honneur de commencer cette soirée.
À vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup à tous les participants. Vous m'entendez bien? Ça va, ça fonctionne. Bon, je vais être très, très rapide, hein. En 10 minutes, on ne refait pas le monde. Quelques convictions assez simples qui sont issues de mon expérience et de mes connaissances. Et je rebondis tout de suite sur le mot science et le mot ingénieur pour dire que nous sommes très bien informés de l'état des lieux et de la situation de notre planète et de l'état de nos écosystèmes et de l'état de la dérive climatique, précisément grâce à une activité scientifique solide, sérieuse, établie. Et donc, c'est déjà le premier point qu'il faut se dire tous ensemble, c'est qu'on n'est pas dans une situation comme on pouvait l'être au XIVe siècle avec une épidémie de peste foudroyante où personne ne comprenait rien à ce qui se passait et on voyait juste tout le monde mourir. On n'est pas du tout dans cette situation, on est dans une situation où le diagnostic est très posé, très bien établi, que ce soit pour le climat dont on va parler principalement, mais que ce soit aussi pour la biodiversité. Le diagnostic est sans appel. Donc, on a toujours tendance à confondre le fait qu'on a un diagnostic difficile devant nous et du désespoir ou un sentiment d'impuissance. Le diagnostic, il est solidement établi, c'est une chance pour nous. On sait pourquoi le climat se dérègle rapidement. On sait que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on émet environ au niveau de l'humanité 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Et on sait qu'on doit diviser à peu près par 3 d'ici 2050 ces émissions pour stabiliser la dérive climatique et donc pour arriver à une sorte de neutralité, une période dans laquelle les émissions sont égales aux absorptions naturelles. Et cette neutralité est indispensable pour que la température se stabilise. C'est l'accord de Paris hein, qui a été négocié suite à des rapports successifs du GIEC, dont le directeur a parlé tout à l'heure, qui nous permettent de dire qu'il faut tout faire pour éviter que cette dérive dépasse 2 degrés à l'horizon 2050 et 2100, et si possible, rester en dessous, c'est avec une augmentation de la température par rapport au milieu du siècle, du 19e siècle de 1,5 degré. Tout ça est bien clair, et la raison pour laquelle il y a des limites, c'est précisément parce que l'on sait qu'au-delà, et si on dépasse ces limites, on a des risques extrêmement forts de mécanismes très irréversibles. Donc, le diagnostic est sans appel. Sur la question de la biodiversité, je vais être très rapide, parce que grosso modo, c'est même punition, même motif. L'équivalent du GIEC, c'est l'IPBES, qui synthétise, comme le fait le GIEC, tous les travaux scientifiques sur le sujet, sauf que là, c'est la biodiversité qui est en jeu. Et malheureusement, si je peux dire, ou heureusement, si je dis aussi que c'est heureux parce que c'est bien connu, on est dans une situation où on a une destruction rapide de la biodiversité, avec un rythme d'extinction des espèces qui est 100 fois plus rapide que ce qu'est le rythme naturel. C'est un des chiffres. Je pourrais en donner plein d'autres, mais je pense que c'est pas le but du jeu. On sait aussi, comme dans le cadre du climat, quelles sont les causes. Et donc, quand on connaît les causes, quand on sait évaluer les conséquences, parce que dans les deux cas de figure, on sait que les conséquences, c'est qu'on va dans le mur collectivement. On sait que le développement durable n'est pas un mot, hein. C'est que ces situations ne sont pas durables. Ça veut dire que si l'on continue sur ces voies-là, nos activités économiques seront évidemment très fortement compromises. Mais avant même de parler d'activité économique, c'est nos vies. Un climat qui se serait réchauffé de 4, 5, 6 degrés à la fin du siècle, c'est une planète dans laquelle il y a des milliards d'êtres humains qui vivent dans des conditions qui sont juste insupportables pour le corps humain. Et donc, il n'y a pas vraiment de débat sur le diagnostic et le pronostic. La question donc, centrale qui est devant nous, c'est comment on fait pour changer de cap. Et donc, il ne s'agit pas d'un petit footing tranquillou, si je peux me permettre cette expression, dans lequel on ferait des petits efforts incrémentaux. Il s'agit d'une bifurcation massive, il s'agit d'un changement de modèle. Donc, je pense qu'on en discutera tout à l'heure pour savoir ce que ça veut dire un peu en détail, mais grosso modo,
à la fin, le but est d'avoir une économie qui est sobre en ressources. Donc, on cesse de piller nos ressources naturelles, on cesse d'avoir une économie minière qui consiste à piller des ressources, à les transformer en objets et après à les jeter comme des déchets. On va donc vers une économie plus sobre, on va vers une économie circulaire, à l'image de la nature. Les déchets des uns sont des aliments des autres, et on va vers une économie qui est bas carbone, c'est-à-dire qui a réduit très, très substantiellement ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, quand on est face à ces constats et quand on est face à cette nécessité d'une modification de grande ampleur, la tendance assez naturelle, si on ouvre les yeux sur les actions des uns et des autres ou les inactions des uns et des autres, c'est plutôt naturellement de désespérer, d'être inquiet, de se dire oh là là, on va jamais y arriver. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. C'est pas du tout ce que j'ai envie de vous partager. Je pense qu'on peut concilier et qu'il faut, d'ailleurs, on n'a pas trop le choix, euh, concilier lucidité. Il ne s'agit pas de se raconter des histoires, il s'agit d'être face au diagnostic, au pronostic. Mais il s'agit de se retrousser les manches, de le faire avec enthousiasme, et de ne pas penser que la bataille est perdue d'avance. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'humanité ni l'histoire de la vie, mais si je prends que l'histoire de la vie, il y a déjà eu 5 extinctions massives et ça n'a pas empêché la vie de continuer. Dans l'histoire humaine, il y a eu des champs d'horreur, il y a eu tout un tas de choses très désagréables et on s'en sort, on peut s'en sortir. Il s'agit de retrousser les manches. Et évidemment, dans cette mutation très forte qui est en cours, les ingénieurs et la science a un rôle très important à jouer. Ce soir, je ne discuterai pas du rôle historique de certaines activités scientifiques et des technologies dans les problèmes qu'on a. Je vais le faire à l'envers. Je vais plutôt dire, on a besoin, et croire l'inverse, c'est vraiment être extrêmement naïf, on a besoin de connaissances, on ne peut pas du tout retourner à l'ère des peuples premiers, même s'ils ont beaucoup de qualités humaines. On a besoin de connaissances, d'approfondissement, on a besoin de technologie, on n'a pas besoin, on ne croit pas du tout. Moi, je ne crois pas un tiers de seconde. On va être sauvé par la technologie, c'est-à-dire qu'il suffit de s'asseoir sur son banc, inventer des beaux objets, du nouveau numérique, du métaverse et je ne sais pas quoi d'autre pour résoudre le problème. Je ne crois pas ça du tout. En revanche, je crois vraiment qu'on a besoin de travailler, d'innover, d'inventer, ceci dans un cadre un peu plus complexe que juste la technologie. Il y a des entreprises, on en verra tout à l'heure des témoignages, qui sont très actives. Donc moi, à titre personnel, puisque avec Jean-Marc, on a créé Carbone 4 il y a 15 ans, donc on a la chance d'être au contact des entreprises. On voit beaucoup d'initiatives dans les grandes entreprises, on en voit dans les PME, on a beaucoup d'informations et donc il se passe beaucoup de choses dans tous les secteurs, que ce soit l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les batteries, l'agroécologie, les matériaux, les bâtiments, la mobilité, j'en passe. Dans tous ces secteurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Dans le secteur financier, là aujourd'hui, ce qui est dans toutes les bouches, c'est les dépôts de bilan d'une grande banque américaine et puis la probable faillite d'une très grande banque suisse. Donc on a très peur, mais la finance ne se résume pas à ça. Et dans le secteur financier, il y a aussi un certain nombre d'initiatives, il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent à financer des entreprises qui sont dites à impact. Je vais bientôt m'arrêter. Juste, je vais conclure là-dessus en disant, certes, la situation est grave, certes, on doit changer assez fortement et ça ne va pas être facile, mais il y a un certain nombre d'entreprises et d'initiatives. Là, j'ai parlé des entreprises parce que c'est un peu le thème de la soirée. Il y a aussi des initiatives citoyennes, il y a aussi des initiatives publiques. Ce qui me semble quand même, c'est que là aussi, il ne faut pas s'illusionner non plus. Le citoyen, chacun de nous est citoyen, on doit considérer que tous les acteurs doivent jouer leur partition et que l'État ou l'Europe, dans notre cas, puisque c'est l'Europe et l'État français qui jouent, ont un rôle essentiel dans cette bifurcation. On appelle ça cette transition, en fait, c'est une vraie bifurcation. Et donc, il faudrait surtout pas croire, du fait que je dis que les entreprises ont des initiatives, que les ménages ont des initiatives, que chacun de nous a des initiatives, que ça va suffire. Il faut évidemment une notion de chef d'orchestre, de planification, d'orientation, de règles de jeu collectif pour que les uns et les autres comprennent que leur action a du sens et qu'il y ait un minimum de coordination dans l'ensemble des actions. Voilà juste ce que je voulais dire en introduction. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger de manière plus précise dans la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alain.
On vous retrouve tout à l'heure. Je passe maintenant la parole à Damien Amichaud. Damien, vous êtes chef de projet au Shift Project et consultant en transition écologique. Vous accompagnez des écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement des écoles d'ingénieurs. Et à ce titre, vous avez collaboré notamment avec l'INSA pour la transformation de leur formation. Bonsoir, vous m'entendez bien, je pense. Là. Ouais. C'est pas trop fort? J'espère que vous allez bien. Et merci Alain pour cette introduction. Effectivement, je voudrais juste partager quelques retours d'expérience. Je vais juste me présenter un tout petit peu plus, de manière un peu plus approfondie pour savoir à qui vous avez affaire. Donc moi, je suis un ingénieur de formation. Je n'ai pas fait de centrale, même si on a la centrale. Et j'ai travaillé un peu moins de 15 ans dans l'industrie en tant que chef de projet. J'ai suivi un master en philosophie de l'environnement pour résumer. Et puis, bah, voilà, je suis arrivé au Shift Project pour essayer de changer le monde. Et c'est chouette. Et il se passe plein de trucs avec plein de gens qui sont dans cette mentalité-là. Et donc, je vais vous partager ce retour d'expérience parce que ce n'est pas que 3-4 militants dans un coin. Et donc, voilà, il y a effectivement un projet qui s'appelait le projet Climat Supinsa, on a appelé comme ça, qui a été mené pendant un peu plus de 2 ans entre le Shift Project et le groupe INSA. Et le groupe INSA, c'est donc 13 écoles d'ingénieurs qui se sont engagées, qui représentent 17 000 ingénieurs. Donc, c'est en gros 10% des étudiants français qui sont diplômés à chaque année. Donc, ce groupe-là, qui est quand même loin d'être anodin, a décidé de s'engager dans une réflexion profonde des enseignements menés par rapport à la question de la transition écologique. Et voilà, ils ont décidé de le faire en groupe et ils ont proposé au Shift Project de les accompagner dans cette réflexion avec des rapports qui sont complètement publics. Donc ça, vous pouvez tout trouver sur le site du Shift si vous êtes intéressé. Et donc, il s'agissait justement de transformer. Alors, on n'a pas attaqué la partie campus vert, recherche responsable ou ce genre de choses. On a vraiment focalisé sur le cœur de l'activité de la plupart des écoles d'ingénieurs. C'est vraiment la formation initiale des ingénieurs. C'était déjà un assez gros morceau, je dois dire. Et donc, on s'est vraiment attaqué à cette question-là. Donc là, je voudrais vous partager quelques retours d'expérience. Et pour rebondir sur ce que disait Alain Grandjean, effectivement, il y a des besoins. Il y a des besoins de faire évoluer, évidemment, les compétences de l'ingénieur, mais plus largement, le rôle de l'ingénieur dans la société et principalement dans les entreprises, mais pas que. Ça peut être aussi à d'autres endroits de la société, on pourra éventuellement en parler. Et donc, premièrement, je pense que ce que je voudrais partager, c'est quelques grandes conclusions, notamment le fait que l'ingénieur, il est très, très bien positionné intellectuellement parlant, de par sa formation scientifique et aussi par des formations en sciences humaines et sociales, pour pouvoir intégrer les limites physiques qui ont commencé à être évoquées dans les pratiques professionnelles qui vont être les leurs. Donc, on a abordé le changement climatique, ça que tout le monde commence à bien connaître, mais il faut bien réaliser que le changement climatique, ce n'est pas juste la température qui augmente, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à considérer. Il y a déjà comprendre les causes, et ça, Alain Grandjean l'a bien mentionné, on ne peut pas adresser un problème si on ne comprend pas les causes profondes. Donc, il y a comprendre les causes profondes du changement climatique, donc aussi bien d'un point de vue des émissions que aussi bien de l'origine de ces émissions. Donc, on va parler de l'industrie, on va parler de l'énergie, on va parler des modèles économiques. On peut aller assez loin. On peut parler du rapport à la nature. Il y a besoin de comprendre les causes du changement climatique. Il y a besoin de comprendre les conséquences du changement climatique. Mais là, encore une fois, pas comme le grand public le comprendrait, plutôt en tant qu'ingénieur d'un niveau beaucoup plus poussé, forcément, qui se base sur la science, et comprendre en quoi ça impacte les activités des entreprises, notamment la production des services, la production des objets, les infrastructures. Ensuite, donc ça, c'était la partie changement climatique. Évidemment qu'on va parler d'énergie. L'énergie est le système sanguin de la société. Et malheureusement, donc c'est ce qui nous permet de produire des objets, de nous chauffer, de manger. Là, je pense qu'on a un semencier qui nous parlera peut-être de l'apport de l'énergie dans l'alimentation et l'apport d'énergie pour créer cette alimentation. Et donc l'énergie, elle est partout. Elle structure absolument toutes nos activités quotidiennes, nécessaires ou superflues. Et malheureusement, la plupart du temps, elle est basée sur les énergies fossiles. Alors en France, évidemment, si on parle d'électricité, on a moins d'énergie fossile que les autres pays. Mais il n'y a pas que l'électricité comme énergie, il y a tout ce qui nous sert à nous déplacer. Donc là, c'est principalement du diesel et de l'essence, pour faire simple. Voilà, mais globalement, les énergies fossiles sont absolument partout. Et évidemment, elles sont la cause première du changement climatique. Donc c'est important de bien comprendre la thématique énergétique de manière très approfondie en tant que scientifique.
Donc ça, c'est un peu classique pour les ingénieurs de s'attaquer à des sujets très sciences dures quand même. Mais il n'y a pas que ces sujets-là, il y a aussi d'autres sujets. Et je dirais que même dans les limites physiques, on pourrait intégrer des questions qui ne sont pas traditionnellement enseignées. C'est les limites physiques qui sont plus de l'ordre de la ressource. Je ne sais pas, par exemple, en sable, pour la construction, en eau, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, en terres arables, pour pouvoir manger, ça peut être intéressant pour le futur. Et il y a aussi la question de la biodiversité, donc, qui a été évoquée aussi par Alain, merci. Parce que la question de la biodiversité, c'est la question du vivant dont on fait partie. On fait partie de ces écosystèmes-là. Ce n'est pas différent de nous, la biodiversité. Et on va dire que dans la plupart des écoles d'ingénieurs généralistes, dans la plupart des métiers d'ingénieurs qui ne sont pas liés au système agricole ou agroalimentaire, la plupart du temps, ou éventuellement médical, la plupart du temps, ces enjeux-là sont complètement incompris. Et pourtant, il faudrait arriver à déciloter et mieux comprendre ces enjeux-là, même quand on est dans l'IT, dans le numérique. Ça paraît loin et pourtant, il faut arriver à comprendre quels sont les liens. Donc oui, je disais, il y a aussi des enjeux qui sont plus d'ordre des sciences humaines et sociales. Donc là, il y a aussi vraiment, il me semble, une deuxième jambe qu'on pourrait rajouter à la première jambe, sciences de la nature. On pourrait se dire, il y a une deuxième jambe hyper intéressante en tant qu'ingénieur, en tant qu'étudiant ingénieur, en tant que professionnel, c'est s'appuyer sur tous les apports des sciences humaines et sociales pour mieux comprendre notre monde, pour mieux comprendre les intrications de toutes ces problématiques, pour mieux comprendre comment on fait changer le monde, quelles sont les causes profondes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On pourra creuser certainement des questions économiques, philosophiques, historiques, industrielles, la recherche, la science. Il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, évidemment, quand on est ingénieur, on s'appuie beaucoup sur les techniques d'ingénieur, sur les sciences de l'ingénieur. Et là, il me semble que en tant qu'ingénieur, il faut vraiment réaliser qu'on a la chance, si on est bien formé, ou si on s'auto-forme éventuellement, si on n'a pas eu une bonne formation, on a vraiment la chance d'avoir des prédispositions intellectuelles pour pouvoir faire plein de choses super intéressantes. Et notamment tout ce qui a lien, tout ce qui a trait, pardon, à évaluer les impacts des choix techniques qu'on va faire. Donc quand on fait un choix technique, c'est bien beau de dire à un décideur, il ne faut pas le faire, c'est pas bon pour la nature, mais ça ne suffit pas. Il faut des chiffres, il faut une preuve, il faut s'appuyer sur la science pour que ce soit crédible, pour que ce soit comptabilisé, qu'on ait des indicateurs, que ce soit comptabilisé comme les indicateurs économiques au final. Et là, il y a plein d'outils qui existent, qui sont merveilleux. Il y a le bilan carbone, il y a l'analyse de cycle de vie, il y a les indicateurs de biodiversité, il y a les indicateurs d'effets sociétaux, il y a plein de choses qui existent. Il y en a plein qui sont à renforcer, à améliorer, oui. Mais là, l'ingénieur il est vraiment au centre de cette évaluation. Je pense qu'il a vraiment un pouvoir très important pour faire changer les choses grâce au fait qu'il peut dévoiler quels sont les impacts des choix techniques qu'on fait. Ce n'est pas forcément un décideur qui a fait une formation en finance qui pourra le faire seul. Ensuite, une fois qu'on a évalué ces impacts-là, qu'on est capable de les évaluer, évidemment, il faut arriver à concevoir tous ces objets, tous ces services de manière un peu différente aujourd'hui, voire beaucoup même. Donc là, on a parlé déjà un petit peu d'économie circulaire. Ce qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. L'éco-conception, ça existe depuis un certain temps. L'économie circulaire, les concepts sont assez stabilisés. Il y a plein de possibilités de faire évoluer les choses. Ce n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent et qui ne sont pas faites partout, qui ne sont pas déployées. On a un potentiel qui est très important. Donc là, formez-vous, faites-vous former, formez vos étudiants, formez vos salariés, vos collègues. Donc ça, c'est on va dire, le premier niveau, c'est-à-dire utiliser ce qui existe déjà, qui est déjà très, très développé. Et ensuite, il y a peut-être renverser un peu le paradigme de la technique avec d'autres approches plus alternatives qui vont plus loin. Donc évidemment, il y a les low-tech. Et les low-tech questionnent le besoin dès le début. Ça, c'est super intéressant. On n'est pas que sur une approche de réponse à un cahier des charges. Je dis, est-ce que le cahier des charges, déjà, c'est le bon? Est-ce qu'on pose les bonnes questions? Est-ce qu'on ne peut pas les poser autrement? Comment on répond à des besoins essentiels? Comment est-ce qu'on considère des critères qui n'étaient pas forcément des critères considérés jusqu'ici? Par exemple, des enjeux d'autonomie, l'autonomie des usagers des services. Les téléphones, est-ce qu'on est autonome? Pas vraiment, quoi. On nous dicte un peu nos comportements. On n'a pas le choix dans les applications, on ne peut pas changer. Bon, moi j'ai un téléphone sans montrer la marque. On peut changer la batterie, le module micro, le module photo et tout ce que vous voulez, mais c'est extrêmement rare. On est complètement emprisonné. Donc là, en termes de conception, il y a beaucoup de choses à faire pour intégrer plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles manières d'envisager la production des objets techniques. Et on a aussi plein d'autres apports qui peuvent être issus du biomimétisme ou d'autres courants.
il me semble qu'il y a aussi une autre capacité, une autre compétence qu'il faudrait absolument développer. Mais alors là, c'est pas que pour les ingénieurs. C'est comment est-ce qu'on fait pour engendrer le passage à l'action au sein d'un groupe. On travaille la plupart du temps tous au sein de collectifs, que ce soit un groupe de travail, un comité de direction, un groupe d'amis, quelle que soit la configuration. La plupart du temps, on est dans un collectif. Si on veut faire changer les choses, il faut être capable d'avoir cette possibilité de faire évoluer les choses en groupe. Donc ça, c'est une capacité, on peut l'apprendre sur le tas, évidemment, avec plein d'expériences associatives ou en entreprise, mais c'est bien quand même aussi d'y être formé. Donc ça, c'est aussi un peu nouveau, ce n'est pas forcément des choses qu'on fait dans les formations continues des entreprises pour les salariés, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait en école d'ingénieur ou même dans d'autres formations. Au-delà de ça, je pense que une autre conclusion qu'on a pu tirer de ce projet-là, donc tout ce que je vous dis là, c'est issu d'un consensus entre 200 personnes qui sont en gros des experts des questions écologiques, des scientifiques de tout milieu, des chercheurs, des enseignants, du groupe INSA, mais aussi de plein d'autres écoles. On a même échangé avec des personnes de Centrale Nantes pour dire. Et non, mais moi, j'ai pas de concurrence, hein. C'est juste parce qu'on a Centrale Nantes que je dis ça. L'expert, le créateur de la formation sur les low-tech. Et voilà, une autre conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que finalement, l'ingénieur, il peut sortir aussi du cadre habituel qu'on voudrait lui donner. Qui serait, voilà, c'est un peu l'outil du décideur, l'ingénieur, c'est un peu le rouage d'une grande machine. Il n'a pas trop son mot à dire. Je pense que c'est complètement faux. Il a vraiment des choses à faire. Et ce n'est pas que les polytechniciens dans les grosses entreprises, c'est à tous les niveaux. Et il peut prendre différents rôles, et notamment le fait d'être un peu le médiateur, le traducteur, l'animateur des questions techniques dans la société. Puisque finalement, c'est bien l'ingénieur qui a la connaissance du fonctionnement des systèmes techniques. Ce n'est pas le seul, mais lui, il a la partie conceptualisation, il a la vue d'ensemble, il peut l'avoir en tout cas. Et à l'heure où on dit qu'il faut développer la vision systémique, c'est-à-dire arrêter de penser qu'en silo, de penser qu'au boulon de 13, ou alors qu'à l'impact de la biodiversité, ou qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou qu'à la démocratie, etc. Ben non, il faut arriver à zoomer, avoir une expertise et aussi dézoomer, faire le lien entre tous ces enjeux-là. Et ben là, sur les questions techniques, l'ingénieur, il a une capacité, je pense, par sa formation et son travail, qui lui permet d'être le médiateur de ces débats-là sur la technique et ses conséquences, que ce soit dans une entreprise, évidemment, mais ça peut être aussi avec des citoyens, dans les débats publics, ça peut être au sein d'associations, avec des amis, voilà, à différents niveaux. Donc ça, c'est bien beau, vous me direz, mais voilà, il y a eu le discours de différents étudiants qui étaient plutôt désespérés ces derniers temps, ces dernières années. Donc évidemment, Clément Chouane à Centrale Nantes, AgroParisTech, etc., etc. Donc il y en a eu plusieurs qui désertent, qui bifurquent sous-entendu en désertion. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Je pense personnellement qu'il n'y a pas un seul mode d'action. On a besoin d'agir selon différents modes d'action en fonction de ses valeurs, de ses problématiques. Est-ce qu'on a besoin de gagner de l'argent parce qu'on est en galère? On a besoin d'alimenter une famille à l'étranger? Est-ce qu'on n'a pas de problème et on peut s'engager corps et âme dans ces questions-là? Il y a des questions sociales derrière éventuellement. Quelles sont nos convictions personnelles? Est-ce qu'on est plus attiré par les questions de diversité, par les questions de changement climatique, par faire changer les choses dans l'entreprise? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais par contre, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alain, c'est qu'il y a un potentiel très important dans les entreprises, et non seulement un potentiel, mais une nécessité. Et moi aussi, je travaille avec des entreprises, et elles le disent. Au-delà du besoin des ingénieurs, il y a besoin d'ingénieurs pour les entreprises, comme ça a été rappelé, mais il y a aussi un besoin des ingénieurs pour la transition. Et ce n'est pas que des ingénieurs de la transition qui vont parler que d'énergie renouvelable, c'est aussi des ingénieurs qui vont pouvoir faire la transition dans tous les domaines qui ne sont pas des domaines dédiés de la transition, qui ne sont pas que la gestion des déchets, le développement des énergies renouvelables. Non, c'est pour tout. Tous les objets et les services dont on a besoin. Il faudrait qu'on puisse intégrer ça de manière vraiment systématique dans la conception de tous ces services techniques. Bon, je sais, c'est un peu ambitieux, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'en tant qu'étudiant ou en tant qu'ingénieur en poste, vous avez plein de choix, plein de possibilités. Et moi, je suis un exemple d'ailleurs criant de ça, hein. J'ai décidé de complètement bifurquer pour le coup, changer complètement de direction, capitalisant un peu sur mon expérience d'ingénieur, connaissance de l'entreprise, pour dire, bah non, en fait, je préfère utiliser mon énergie à faire changer les choses, mais voilà, aussi avec des acteurs économiques et pas que avec des militants. Donc, chacun ses choix.
Bon, ensuite, il y a la thématique de l'anxiété qui a été abordée aussi tout à l'heure. L'anxiété que ça peut poser, toutes ces questions-là. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, et essayer d'y trouver aussi un peu de joie, de bonheur, une raison d'être. Bon, voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça, mais il faut aussi essayer de donner envie aux gens, et ça fait du bien aussi de passer à l'action, plutôt que effectivement de se morfondre, d'être catastrophiste, même si je vous avoue que quand je regarde les infos en ce moment, bon, j'essaie de trouver les bonnes infos et d'équilibrer, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver plus de 5% d'infos positives. Mais bon, passer à l'action, c'est un des moteurs du bien-être par rapport à ces questions-là. Et en plus, ça peut faire effet boule de neige parce que ça fait toujours une espèce d'effet un peu soit exemplarité dans le bon sens du terme, soit pionnier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater au She Project, au groupe INSA, tous ceux qui se sont engagés pour ces questions-là, enfin tous ceux, on va faire généralité, mais on va dire beaucoup d'acteurs qui se sont engagés sur ces questions-là corps et âme. Au début, ils sont vus comme des hurluberlus. Maintenant, ils sont au cœur de ces questions-là. Il y a des interviews qui sont passées sur ce projet-là jusqu'au New York Times. Enfin, c'est incroyable, quoi. Qui est-ce qui aurait imaginé une petite initiative avec quelques dizaines de personnes passe dans le New York Times? C'est assez fou. Et voilà, il y a un plébiscite surtout, c'est ça qui est le plus important, des employeurs, des étudiants pour aller vers ces thématiques-là. Il faut absolument qu'on y aille, tout le monde l'attend. Bon, je vais peut-être arrêter, c'est un peu long. Voilà, bon, de toute façon, j'ai plein de trucs à dire, mais Claire. Voilà. Nous accueillons notre dernière intervenante autour de la table. Alors, je vais vous présenter un petit peu ceux qui nous ont rejoints ce soir, en commençant par la seule femme. Alors, je vais vous laisser vous installer. Donc, Claire Canon, vous êtes responsable du service déchets de l'agglomération de Clisson et vous êtes diplômée de Centrale Nantes en 2017. Luc Saint-Bonnet, vous êtes directeur de Serience. Bah voilà, c'est écrit juste au-dessus. L'agronome semencier du groupe Terrena. Kiraï fait partie du groupe Terrena. Christophe Delair, vous êtes le président d'Idelus, le dirigeant d'Idelus. Et Laurent Guida, vous travaillez donc au climat, environnement, pôle énergie et industrie de Bouygues Énergie et Services. Donc, nous allons parler beaucoup de la formation de l'ingénieur et de son rôle aujourd'hui. Donc là, je vais commencer par vous. Quel regard portez-vous sur votre formation d'ingénieur et qu'est-ce qui vous a éventuellement manqué dans cette formation? Ah oui, alors vous avez un micro pour deux. Il va falloir partager. Merci beaucoup. C'est la sobriété. Alors, mon retour sur ma formation d'ingénieur. Donc, moi, je suis arrivée à l'école centrale en 2013 et j'ai été diplômée en 2017. Donc, c'est pas, je ne sors pas d'école. Donc, il y a peut-être eu des évolutions depuis ce que j'ai, moi, vécu. En tout cas, ce qui m'a manqué au moment où j'étais étudiante à l'école centrale, c'est une formation sur comment on va sauver la planète. Bon, c'est un peu basique, mais au moment où moi, j'étais en formation, c'était pas du tout un sujet. Et en fait, ça a commencé à être développé quand j'étais en dernière année, donc à ma 4e année, avec les modules de développement durable, d'écologie industrielle, je ne sais plus comment ça s'appelait, industrie durable. Voilà, c'était les prémices, on va dire, d'une formation qui apportait des outils pour comprendre et pour pouvoir, du coup, se saisir de ces sujets et les introduire dans nos métiers. Voilà. Et j'avais suivi en 2e année la spécialité propulsion et transport. Et bon, voilà, c'était très thermique, très, très thermique, avec de temps en temps des allusions à peut-être un jour des voitures électriques, mais que pour le moment, on pouvait encore vendre des voitures thermiques. Donc, les voitures électriques, on les gardait un peu dans les tiroirs. Voilà, c'était un peu ça quand même. Donc, ça m'a beaucoup manqué. Et ce qui m'a manqué aussi, donc j'étais un peu déboussolée, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. J'ai failli arrêter, j'ai quand même persévéré. Et ce qui m'a manqué, c'est aussi d'avoir une ouverture sur où je pouvais travailler. Parce qu'en fait, on était beaucoup en lien avec des gros groupes qui venaient nous enseigner directement, qui nous proposaient des stages, mais finalement très peu d'ouverture sur les collectivités territoriales, qui restaient, enfin le secteur public, qui restait un peu mystérieux et limite
donnant une impression d'inabordable pour des ingénieurs centraliens. Alors, c'est votre choix aujourd'hui, vous travaillez dans le secteur public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix? Parce que je crois que c'est un choix qui a ses raisons. C'est un choix, c'est un inconditionnel. En fait, c'est par conviction, je crois que je suis incapable de travailler pour des intérêts privés. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était soit ça, soit je ne suis pas ingénieur. Donc, je travaille dans la collectivité territoriale. Alors, je suis responsable d'un service déchets, qu'on appelle aussi parfois service environnement. Voilà, ça c'est une appellation. Pour moi, le service public de gestion des déchets n'est pas un métier de l'environnement. On a collé cette étiquette dessus, mais ça reste des camions qui sortent de la collecte de déchets. En fait, on est en fin de course de la société de consommation et c'est pas par les déchets qu'on va résoudre les problèmes. En tout cas, on est là pour gérer une situation problématique et essayer d'apporter les moins pires solutions. Mais j'ai pas l'impression, dans mon métier, de contribuer vraiment à l'environnement. Par contre, de travailler dans le secteur public, j'ai l'impression de contribuer au moins à l'intérêt général. Après, c'est personnel, hein. Si, j'ai essayé. J'ai fait des stages, en fait. Mais j'ai fait des stages dans ma formation. Après, si l'intérêt privé avait été... comment dire? Si l'intérêt privé était une des clés pour permettre une transition collective, je pense qu'on aurait depuis longtemps trouvé des solutions pour la transition. Et du coup, vu qu'on est un peu en stagnation par rapport à ces urgences-là, je pense que la réponse doit être publique, doit être structurante et institutionnelle. Est-ce que vous pourrez poser des questions après, on va peut-être continuer dans l'immédiat. Est-ce que vous auriez une question à poser à l'un de nos interlocuteurs autour de la table? En fait, vu que je suis arrivée un peu en retard, je vous avoue que c'est un peu indélicat. Peut-être après. On y reviendra. Merci. Laurent Guida, je vais vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites au sein de Bouygues Énergie? Alors, je fais une transition volontairement sous forme d'ACDU. Dans le privé. Dans le privé. Mais dans un groupe familial. Une très grande famille, alors. Très grande famille. Qui s'est agrandie en plus dernièrement. Donc, je suis en charge, moi, des sujets climat et environnement pour un pôle énergie-industrie. Donc, mon rôle, c'est d'animer et de coordonner, en fait, le déploiement de la stratégie climat dans toutes les business units. Donc, dans chaque métier, comment on arrive, en fait, d'un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, comment concrètement on y arrive. Donc, c'est aider toutes les équipes techniques à déjà être sensibilisées au sujet, les former. Ça, c'est vraiment la priorité parce qu'il y en a besoin, même si on le voit que de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs, il y a des formations, mais il y a quand même en fait des manques aujourd'hui et donc il faut encore sensibiliser, former. Tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité. Et après, je dirais, il y a une deuxième étape, c'est déjà de mesurer où sont nos émissions, où sont nos impacts pour pouvoir trouver des alternatives. Donc, on a besoin des ingénieurs aujourd'hui et de transformer de l'intérieur pour trouver de nouvelles solutions. Typiquement, on fait de la construction de data centers. Aujourd'hui, ce qu'on demande en fait à nos équipes, c'est de concevoir autrement un data center pour qu'il soit plus économe en énergie, plus économe en carbone. Donc, trouver des solutions qui vont pouvoir en fait aider la décarbonation de ces activités-là. Donc, il y a vraiment, ça c'est un gros sujet. C'est aussi un changement de mindset. C'est dès qu'on a un nouveau projet, on a une nouvelle conception, c'est de se dire, je pense carbone, mais je ne pense pas que carbone, je pense biodiversité aussi, je pense économie circulaire, et comment j'intègre tout ça en fait dans mon projet. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, évident. Ça se fait, ça commence à se faire. Ça va prendre quand même du temps. On voit que, voilà, on débute, on démarre, on a des actions,
Mais avant que d'arriver, je dirais, à réduire de 40, 50, 60% nos émissions, ça va prendre du temps parce qu'aujourd'hui, on a des solutions technologiques qu'il faut changer, qu'il faut valider, que nos clients ne sont pas toujours prêts à accepter. Donc, c'est un gros travail de fond qui doit se faire au quotidien. Et pour ça, en fait, on a besoin de changer en fait, de paradigme dans les entreprises, de se dire, voilà, il faut qu'on revoie notre business et on a besoin de jeunes ingénieurs pour avoir, je dirais, cette nouvelle vision et qu'ils apportent en fait cette vision dans le cadre des nouveaux projets. Je vous remercie. L'ingénieur a donc toute sa place chez... L'ingénieur a toute sa place et d'autant plus aujourd'hui que voilà, il faut travailler sur ces sujets-là, c'est primordial. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement? Oui, on a des difficultés de recrutement. On a une difficulté aussi de conserver en fait les jeunes aujourd'hui. Donc il y a, je dirais, il y a vraiment je dirais le sentiment d'appartenance n'est plus le même. Et donc, il y a une envie de changement, de voir, d'évoluer, de changer d'entreprise, de changer de job. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui, oui, de garder des équipes. Donc, c'est un gros travail en interne qui est mené avec les équipes opérationnelles, les ressources humaines, pour voir comment, en fait, on peut amener et conserver, en fait, des savoir-faire, des savoir-être aussi. Il y a beaucoup de savoir-être qu'il faut avoir aujourd'hui, mais c'est un travail, je dirais, en continu, parce qu'on le voit tous les jours, c'est très, très compliqué. Il y a une bataille féroce, parce qu'on manque d'ingénieurs, donc toutes les grandes entreprises. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui ont peut-être pas envie systématiquement d'aller dans les grands groupes, plutôt dans des PME, donc c'est encore plus compliqué pour nous. Très bien. Luc Saint-Bonnet, vous êtes le dirigeant de Sariance, une entreprise vertueuse. On va voir. Si, après les échanges qu'on a eus, je pense qu'on peut, en tout cas qui tend à l'être. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sariance, son activité? Oui, alors Serience, c'est une société dont la raison d'être est de sélectionner des variétés de plantes pour régénérer les sols naturellement. Donc une société de recherche, et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé ces plantes en question, il faut les multiplier, donc une société de production, et puis ensuite, bien évidemment, de commercialisation dans le milieu agricole, puisque ça s'adresse au final à des agriculteurs pour couvrir les sols et régénérer les sols. Est-ce que vous recrutez des ingénieurs Alors, généralistes? c'est vrai que dans nos métiers, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent des écoles d'agro, ingénieurs agro, ce qui est assez logique. Et malheureusement, je trouve qu'ils sont méconnus des ingénieurs plus généralistes, alors qu'on est dans des métiers où la data est totalement clé. Ça ne vous aura pas échappé que l'agriculture, de par la complexité des données météorologiques, de par la complexité de la vie du sol et de par la complexité du monde végétal, on a besoin d'ingénieurs généralistes qui modélisent nos activités. Et la difficulté dans ce monde pressé, c'est qu'une plante, elle pousse qu'une fois par an. Donc le cycle est très long. Sans offenser des gens qui font des boulons, on peut les refaire tous les jours et on peut les ajuster tous les jours dans la fabrication. Une plante, on n'a qu'un an. Et donc le temps de recherche, c'est une quinzaine d'années pour trouver, puisque c'est... Voilà. Et donc, il y a, par les sciences de l'ingénieur, il y a vraiment des moyens d'accélérer cette sélection pour répondre aux enjeux climatiques par différentes méthodes. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai un certain nombre d'ingénieurs de École des Mines, Centrale Paris, je n'ai pas Centrale Nantes, c'est bizarre parce que je ne suis pas très loin, mais voilà, qui travaillent beaucoup sur des modélisations pour avoir une agriculture de précision qui minimise, ou on peut appeler ça de la sobriété, mais qui minimise l'utilisation de l'eau
et d'intrants agricoles dans certains cas. Donc, par de l'imagerie, par de la réactivité des sols pour savoir la conductivité des ions, pour limiter l'apport en engrais, etc., etc. Ça peut être très, très poussé. Donc, on recrute des ingénieurs. On n'a pas de problème de recrutement, globalement. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'on est sur les sciences de la vie. Et on est une entreprise où effectivement, on essaye à notre mesure de contribuer et d'accompagner ce changement de modèle agricole au niveau français et mondial. Et donc, globalement, on a des ingénieurs qui frappent à la porte pour venir proposer leurs services dans l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça s'est plutôt accentué après le Covid de personnes, avec même des personnes en poste. Là, j'ai recruté hier un directeur industriel pour une usine qui est dans le sud du côté dans la Vienne. Il venait de l'armement. Et il me dit, ça fait 15 ans que je suis dans l'armement, je peux plus, ou ça m'est difficile de me regarder dans la glace tous les matins. Et donc, je souhaite changer de carrière et donner un sens différemment à mon action. Alors, c'est réjouissant, bien évidemment, et on a vraiment cette chance d'avoir ça. Moi, j'aurais voulu dire un mot pour rebondir sur ce que tu disais, sur les sciences de l'ingénieur, mais pas que. Je pense que l'ingénieur doit être capable aujourd'hui de parler 3 langues. La langue du privé, la langue du public et la langue des associations. Je vous donne un petit exemple. On a besoin pour faire des semences, on a besoin de les sécher pour pas qu'elles se remettent à germer une fois la récolte faite. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. On a des chaudières qui dépendent de 8 mégawattheures pour sécher juste pendant 2 mois d'été à la fin des récoltes pour pas qu'elles se remettent à germer. On a travaillé pour mettre en place une chaudière biomasse, parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt du gaz russe qui l'alimentait. Quand je regarde le retour sur investissement de ce type de chaudière, c'est 9 millions d'euros. J'ai 13 ans de retour sur investissement. Donc, comprenez bien que la maison mère qui me finance, donc le groupe Terrenab, dit 13 ans, tu oublies l'investissement, tu ne l'auras pas. Bon, il y a une transition à faire et il faut peut-être qu'on change nos critères. Et donc, j'aurais dit, écoutez, on va peut-être voir les choses différemment. Je vais aller voir la communauté de communes de là où est l'usine. Je vais aller voir les associations. Et plutôt que d'utiliser ces chaudières 2 mois de l'été, pourquoi ne pas les utiliser 12 mois de l'année et les 10 autres mois pour alimenter les 7000 foyers de la communauté de communes? Alors ça paraît très simple sur le papier, c'est ultra compliqué. Le président de la communauté de communes m'a dit, écoutez, monsieur Samonet, hyper intéressant, mais alors là, je suis totalement démuni par rapport à ce type d'approche à travailler dans les 3 langues. Mais ça vous montre qu'il y a... Et cette complexité-là, il faut être capable de l'adresser et des formations comme la vôtre, généraliste, sont à mon avis essentielles pour être capable de rassembler les différentes parties autour d'un projet qui va dans la trajectoire de l'environnement. Vous m'avez dit justement, une prévision est par définition fausse, mais moins fausse que pas de prévision du tout. Oui. Alors, c'est vrai que je m'évertue à dire ça à mes équipes. Et dans notre monde du végétal, le cycle étant très long, on doit être capable de prévoir ce que potentiellement on va vendre dans 5 ans. Et dans 5 ans, vous imaginez bien le nombre de variables, déjà 5 années de climat, de réalité par rapport à l'eau, de récoltes qui ne vont pas être du coup les quantités attendues par rapport à la prévision dans 5 ans. Donc, c'est extrêmement complexe. Et effectivement, voilà, les prévisionnistes sont plutôt centraliens, mines, essentiellement, parce que c'est de la data qui est brassée dans tous les sens et cette réactualisation de la prévision des ventes à une maille espèce, à une maille territoire, à une maille client, à une maille, etc. C'est extrêmement complexe. Et si on n'a pas des outils pour modéliser ça, on est sûr de ne pas être au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites justement pour que votre entreprise soit sur le chemin de la vertu, on va dire ça comme ça, notamment au niveau de la dette? Oui. Alors, effectivement,
très conscient parce qu'on le vit, j'ai envie de dire, presque dans notre chair. Parce que lorsque la situation climatique de l'année dernière, bah, c'est clairement des rendements qui ont chuté et donc potentiellement des revenus qui n'étaient pas là. Et donc, on a vraiment, il y a une volonté globale de la part des équipes et maintenant des investisseurs d'être sur une trajectoire carbone. Et donc, on a adossé notre dette, le financement de notre dette, à des critères qui sont ceux que vous voyez sur l'écran de trajectoire de décarbonation. On est d'ailleurs avec Carbone 4 qui nous accompagne. Sur le scope 1 et 2 et sur le scope 3. Bien évidemment, on ne peut pas faire abstraction du climat, mais aussi des bien-être des salariés, où on voit bien que les générations Z changent, ont des attentes bien différentes. Donc, l'enquête de satisfaction des collaborateurs qui est absolument essentielle. La trajectoire de la croissance de l'agriculture biologique, même si aujourd'hui, ce marché-là s'effondre complètement parce que les consommateurs ne privilégient plus l'achat du bio. Donc, c'est une vraie question, nous, dans notre modèle, parce que c'est une trajectoire qu'on a prise, et puis le bien-être animal. Donc, ces 5 critères-là, concrètement, si on ne respecte pas les engagements que l'on prend, où on a pris l'engagement d'être carbone neutre à 2035, eh bien, la dette sera impactée de 1 ou 2 points de basic point, donc de pourcentage, qui fera que le financement de la dette nous coûtera beaucoup plus cher que ce qu'elle nous coûte aujourd'hui sur les 5 ans qui sont à venir, puisqu'elle se renégocie tous les 5 ans. Donc voilà, sur un petit exemple concret, avec celui de l'exemple de la chaudière biomasse, qui est compliqué, qui n'est pas encore fait, mais auquel j'espère bien on va y arriver. On a parlé de la rentabilité aussi. Oui, alors également, lorsque j'ai présenté aux actionnaires la trajectoire, ce qu'on appelle notre feuille de route stratégique à 5 ans, donc en général, on présente le projet et puis moi, j'ai insisté lourdement sur le projet humain parce que je pense qu'une entreprise, bien évidemment, elle doit avoir une vision, mais avant toute chose, il faut s'assurer que toutes les équipes sont embarquées dans cette même vision. Donc voilà, il y a eu un gros débat sur cette chose-là, qui est peut-être un management un peu dépoussiéré. Et à la fin, ils m'ont dit, mais Luc, ta trajectoire d'EBITDA. Je leur ai dit, mais non, je n'en ai pas à vous présenter. Mais je dis, comment ça? Alors, j'ai dit, non, si, j'en ai une à vous présenter, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas la priorité. Je pense que la priorité, c'est que les équipes soient engagées et l'EBITDA suivra. Ils m'ont dit, OK, on veut bien te croire, mais on voudrait voir quand même la trajectoire, parce que pour les banquiers, il va falloir expliquer quelque chose. Donc, et là, j'ai présenté une trajectoire où 2026, 27, 28, je stabilise l'EBITDA. C'est-à-dire que je n'augmente pas la profitabilité de l'entreprise parce que je pense qu'il y a des enjeux et sociétaux et de climatologie auxquels on doit mettre de l'argent, investir. Et cette chaudière biomasse qui a 13 ans de payback, si j'investissais que moi dans mon camp, ben, il va peut-être falloir que, si on veut continuer cette activité, cette décision d'investissement, on le fasse. Et donc, je ne veux pas qu'on continue cette course aux échalotes d'une profitabilité à outrance. Je considère que autour les rendements entre l'EBITDA sur le chiffre d'affaires me semblent acceptables et il faut que la richesse générée soit réinvestie pour accompagner cette transition agroécologique et se préoccuper du social parce que au-delà de la crise climat, la crise de la sociétale va être majeure avec les migrations, etc., qui vont arriver et toquer à nos portes de plus en plus fort. Donc voilà, ça a été accepté. J'attends de voir si ça tient, mais pour l'instant, ça fait 1 an, pratiquement 2 ans que ça tient. Et on ne m'a pas rechallengé pour présenter une nouvelle copie. Donc, j'ai bon espoir qu'on puisse maintenir cela. Voilà, donc c'est un autre exemple d'un engagement fort. Dans la discussion, ça n'a pas été simple, c'est-à-dire qu'on m'a dit, mais tu es un utopiste, tu es un hurluberlu, etc. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez conscience de ce qui est en train de se passer? Et moi, je vous propose cette solution. Est-ce que le niveau de rentabilité que je propose est décent? Oui, puisqu'on arrive à vivre. Donc, pourquoi aller plus loin? Et réorientons nos investissements dans les choses qui ont une conséquence au niveau sociétal. Merci beaucoup. Merci. Dernier à prendre la parole ce soir, Christophe Delair,
président d'Idelus. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours de la multinationale à la petite entreprise dans la campagne saumuroise? Un vrai choix de vie. Vous m'entendez? Oui. Merci, Christine. Alors, eh bien, au départ, je suis comme un certain nombre d'entre vous, donc de la même famille, je suis diplômé de Supélec et je voulais travailler dans l'industrie. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était ma lubie et je la tiens toujours. J'ai commencé par travailler dans des grands groupes industriels et puis jusqu'à prendre des responsabilités de direction générale. Et à cette époque-là, je traversais l'océan Atlantique à peu près 2 fois par mois. J'avais des responsabilités aux États-Unis, en Europe, et je ne voulais pas continuer comme ça. Progressivement, c'est probablement dans ces années-là également que les problématiques de changement climatique sont apparues comme une réalité auquel on était confronté. Et donc, j'ai voulu réfléchir à tout ça. J'ai commencé par retourner à l'école. Passé 40 ans, je suis allé sur les bancs de l'EM Lyon faire un executive MBA, où je l'ai fait avec un de mes amis qui m'a fait le plaisir de m'inviter ce soir, David. Et pendant 2 ans, je continuais à travailler et à faire mes allers-retours aux États-Unis. Et puis, j'ai quitté ce groupe peu de temps après, avec l'envie d'agir, d'abord, de continuer dans l'industrie et d'agir avec mes petits moyens. Donc, j'aime bien l'image du colibri. Je ne vous ferai pas l'injure de vous raconter l'histoire, mais j'avais envie de faire ma part. Et donc, comment faire? Je suis parti sur l'idée des emballages. J'avais quelques amis qui étaient dans l'agroalimentaire et dans la distribution bio. Et très vite, la question était, on vend des produits bio, mais les emballages, pas tout à fait. Et j'ai du coup réfléchi, on a trouvé l'idée du bois qui pouvait être intéressante donc comme alternative. Et j'ai cheminé pendant 2-3 ans. J'ai repris une entreprise qui était à la barre du tribunal de commerce en faillite. Donc j'ai commencé par sauver une quinzaine d'emplois. On fabrique du contreplaqué à usage d'emballage industriel. Et on est en train d'installer une nouvelle ligne qui va nous permettre, à partir de cette année, de produire de l'emballage pour les aliments, donc de l'emballage léger en bois et qui va permettre de devenir une alternative dans certains cas. Ce n'est pas une solution universelle, mais qui viendra en substitution d'un certain nombre d'emballages plastiques là où on ne peut pas éviter l'emballage. L'entreprise, alors ce que je voulais également et ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, c'est que, alors déjà, idée, ça veut dire industrie durable. Donc, je voulais être dans ce contexte-là, agir en ayant un outil industriel qui ne soit pas en ville, mais qui soit en milieu rural, pour créer de l'emploi en milieu rural. Les salariés habitent le plus souvent à maximum 10 minutes de l'entreprise. L'entreprise les encourage à venir, à laisser la voiture chez eux. Nous, on confie un vélo électrique à tout salarié qui décide d'abandonner sa voiture pour venir dans l'entreprise. Donc, il en a l'usage complet. Donc, c'est des petites choses comme ça. L'entreprise, on est sur un cycle de carbone où on fixe du carbone sur l'ensemble de notre cycle de vie. On utilise comme matière première du peuplier qui est à 50 km à la ronde en Pays de la Loire. On a bien sûr tout ce qu'il faut. On est également, donc, on travaille uniquement avec des industriels locaux pour compléter nos apports en bois, de scierie en particulier. On est autonome en énergie, donc nous, on n'a pas besoin de gaz ukrainien puisqu'on utilise les déchets de production. Alors, déchets, c'est les combustibles issus de la production qui nous permettent d'alimenter notre chaudière biomasse et de produire l'énergie et la chaleur dont on a besoin. Que dire d'autre? Quels étaient vos critères de recherche quand vous avez cherché votre entreprise à reprendre? Alors, je les ai déjà un petit peu évoqués. Je voulais avoir une entreprise. Alors, j'étais pas mal focalisé sur l'emploi parce que je sortais d'une expérience un peu traumatisante où
Le cadeau empoisonné que mon groupe m'a fait avant de partir, c'est que j'ai dû mettre sur le carreau une quarantaine de personnes en Savoie. Alors, j'étais aussi peut-être un peu persona non grata en Savoie. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé en Anjou. Et donc, l'élément création d'emplois était pour moi important. Donc, j'ai commencé par en sauver 15 et là, on est en train de créer une dizaine d'emplois supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Donc, l'élément emploi. Et puis ensuite, c'était l'empreinte carbone. C'était d'avoir un outil industriel. Et alors, ils étaient un petit peu comme Monsieur Jourdain dans le site que j'ai repris. C'est qu'ils le faisaient sans savoir. On a extrêmement peu de déchets. Alors, le petit défaut chez eux, c'est que les quelques déchets qui nous restaient, ils les brûlaient dans la chaudière. Ça, c'était pas top. Mais en revanche, tout était l'économie, les économies d'énergie, etc. Tout était déjà très bien ancré dans l'entreprise. Donc, une préoccupation autour de l'environnement, les circuits courts, qui étaient également extrêmement importants. Et du coup, je fais un petit aparté. Les produits qu'on fabrique, qu'on va fabriquer là, sur le contreplaqué d'emballage léger, l'analyse était la suivante, c'est qu'aujourd'hui, les industriels qui produisent des emballages légers en bois en France et dans notre région achètent la totalité de leurs contreplaqués en Espagne. Donc, et en plus, les Espagnols ont tendance à venir acheter du peuplier dans le sud de la France, ils l'emmènent en Espagne et ça revient par camion dans notre belle région. Donc nous, on va faire ce même produit à partir des peupliers des bords de Loire et on va livrer à 100 km à la ronde tous les acteurs de la filière de l'emballage léger en bois. La même question qu'aux autres. Quelle est la place de l'ingénieur dans une petite entreprise comme la vôtre? Alors, pour l'instant, avec 25 salariés, on n'en a pas beaucoup, mais j'ai actuellement un stagiaire ingénieur en 3e année de l'École supérieure du bois. J'en avais un également l'année dernière. Et on a la chance avec des ingénieurs. Et alors, j'avoue que je peux aussi partager mon expérience parce que le jeune ingénieur sorti de l'école, il peut être tout feu, tout flamme, ce qui est super, mais il peut être aussi un petit peu candide. Donc, tout feu, tout flamme, super. Candide, on ramène les choses. Mon jeune ingénieur qui est arrivé il y a 3 semaines, il a commencé par arriver avec une liste de 65 choses et qu'il fallait tout faire immédiatement. Je pense que j'aurais à peu près dépensé la totalité de ce que j'ai mis dans l'entreprise depuis 3 ans pour arriver à faire une partie de ce qu'il voulait faire. Voilà. Mais en revanche, ce qui est génial, c'est qu'il y a une capacité à comprendre les problématiques qui est très précieuse. Je ne résiste pas à l'expérience suivante. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps sur une radio nationale qui se dit être la première radio en France. Et dans les émissions où on parle justement des expériences formidables pour sauver notre planète, ils mettaient en avant une petite entreprise française, petite pousse, qui avait une idée géniale. L'analyse qu'ils avaient faite, c'était qu'on transportait les produits, les gels douche, étaient essentiellement fabriqués en Asie et venaient en Europe, et que dans ces gels douche, il y avait à peu près 75% d'eau. Et donc, on déplaçait de l'eau sur notre planète. Donc, l'idée, sympa, c'était de dire, eh bien, on va produire ces bases sèches en Asie, et on les ramène en Europe où on va rajouter l'eau dedans. Voilà, génial, donc c'était, etc. Mais enfin, la base sèche qu'on fait venir, c'est du savon, d'accord? Donc, est-ce qu'on ne sait pas fabriquer du savon en Europe? Et puis, on n'a peut-être pas besoin de rajouter de l'eau dedans, enfin, on peut le rajouter juste sous notre douche. Voilà, alors je pense que ce genre de choses, les ingénieurs ne se laisseront pas berner par ce genre de projet. Je vous remercie. On va commencer, Merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quand j'ai des questions, c'est
à nos invités ici présents, mais également à Alain Grandjean qui n'est pas tout à fait présent, mais presque. Je pense qu'on s'entend bien. Tout à l'heure, on s'entendait bien, mais si je balade mon micro, ça va être... je me balade avec alors. Comment situer cette croissance dans votre pratique dans l'entreprise? Alors, on va peut-être commencer par avoir une définition de ce qu'on entend par la post-croissance. Alain, peut-être? J'ai pas entendu la question, hein. La définition de la post-croissance. Ah si, oui, oui, oui. Bah, j'imagine que la question qui était, avant de parler de la définition, la question tournait autour de la possibilité de la croissance, c'est ça? Comme je n'ai pas entendu, c'est la question de la salle, je sais pas. C'était de définir ce que c'était que la post-croissance. Ah, c'est que ça, d'accord. Non, la question, ce n'était pas ça, mais c'était de commencer par là pour pouvoir répondre à la question ensuite. Ah, d'accord. Pour définir la post-croissance, il faut définir la croissance. Donc, il y a une idée, il y a une définition assez précise qui est la notion de croissance du produit intérieur brut, qui est une définition assez analytique. Et après, le constat qu'on a tous les uns et les autres, c'est que ça a l'air d'être le driver de l'économie actuelle. Et on a tous les gens qui sont conscients des limites planétaires se posent la question de savoir si cette croissance du PIB, elle peut être non compatible avec ces limites planétaires. Alors pour esquiver le débat, on peut parler de post-croissance en disant on oublie ce débat. Moi, à titre personnel, je peux expliquer en 2 minutes pourquoi je trouve le débat sur la croissance un peu stérile. Et puis, on se projette dans un monde où post-croissance, c'est un monde dans lequel la question de savoir si c'est la croissance du PIB qui est notre driver principal est tout à fait seconde. Un monde de post-croissance est un monde dans lequel on se dit c'est quoi une société dans laquelle il fait bon vivre. Donc, c'est une société qui respecte un certain nombre de limites planétaires, puisque c'est là qu'on en est dessus, parce que quand on ne les respecte pas, elle se rappelle à nous, si j'ose dire. J'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redévelopper. C'est une société où probablement il y a beaucoup moins d'inégalités sociales qu'aujourd'hui. C'est une société où il y a des emplois en suffisance pour ceux qui le souhaitent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce qui permet de décrire une société post-croissance, ce n'est pas un indicateur qui serait un fétiche, qui emporterait tout derrière lui. En gros, l'idée ou l'illusion de la période des 30 Glorieuses, qui est quand même maintenant loin derrière nous, c'était de dire si j'ai de la croissance du PIB, tout vient avec. Donc j'aurai plus de richesse, je pourrai plus partager, j'aurai plus de bonheur pour tout le monde. Ça ne marche pas, hein. Donc c'est pour ça qu'on a une discussion sur les limites de l'indicateur croissant du PIB comme un indicateur qui nous permettrait d'emmener tout le reste. Merci. Est-ce que tu veux reposer ta question à l'aune de cette explication? Voilà, on entendra mieux. Oui, merci. Donc là, c'était pour la définition du débat. Et donc, ma question, c'était de revenir sur le thème de la soirée, un des aspects du thème de la soirée, qui était la post-croissance. Et donc, j'imagine, soit à la fois le rôle de l'ingénieur dans cette post-croissance, soit les visions de l'entreprise et les perspectives d'évolution des entreprises dans cette post-croissance. Qui veut répondre? Claire? Passez le micro. Je suis arrivée en retard. Non, en fait, du coup, ça revient un peu à ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais quand je disais que je voulais pas travailler dans des intérêts privés, c'est surtout je ne me vois pas contribuer à cette économie de croissance qui aujourd'hui reste quand même on va dire la dominante dans le secteur privé. Et donc, me concernant, dans le secteur public, de répondre, je suis déjà dans un monde de post-croissance parce que dans les collectivités, dans le secteur public,
on n'a pas d'objectif de productivité, on n'a pas d'objectif de rendement, enfin de performance, de création de valeur. On a un budget que l'on doit tenir, que l'on doit maintenir à l'équilibre, et le rôle de l'ingénieur territorial, c'est de bien dépenser l'argent public. Alors après, on peut avoir des réglementations, on peut avoir des souhaits de la société qui s'expriment à travers les élus d'aller développer des nouveaux projets, mais du coup, ça ne va pas être dans un but de créer de la valeur économique. Donc après, qu'est-ce qu'on appelle croissance? Est-ce que croissance est seulement une donnée économique, ou est-ce qu'on peut appeler croissance aussi le fait de pouvoir développer des nouvelles activités sans avoir de rentabilité derrière? Je ne sais pas, ça élargit peut-être un peu la question. En tout cas, moi, je ne me pose pas de question de rentabilité. Je me posais la question de la faisabilité et de la priorisation. Et ça, c'est hyper important en tant que responsable des services, d'avoir peut-être tout un tas de commandes politiques, d'impératifs réglementaires. Tout n'est pas possible. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. On a des ressources limitées. Et moi, mon budget est extrêmement limité. Et du coup, c'est qu'est-ce que je vais faire cette année? Comment? Avec quels moyens? Qu'est-ce qu'on reporte? Qu'est-ce qu'on annule? Dans l'intérêt général, pour répondre aux souhaits de la société qui s'expriment à travers les élus. Voilà. Je suis déjà dans la post-croissance. Laurent Guida, vous voulez répondre? Oui, alors aujourd'hui, je dirais, honnêtement, on n'est pas encore dans un groupe comme WIG au niveau de la post-croissance. On est plutôt déjà en train de regarder comment on peut réduire de façon assez drastique notre impact et celui de nos clients. Et ça, c'est déjà un chemin qui va nous prendre du temps avant de commencer à parler de post-croissance. Donc aujourd'hui, en plus, chez Bouygues Energy Service, on répond on est une société de service, donc on ne produit rien. On est plutôt là en réponse. Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, on ne va pas dire à un client, ben non, excusez-nous, on va pas répondre à votre offre. C'est comment? Oui, alors ça c'est déjà des débats qu'on a eus. Aujourd'hui, honnêtement, on n'en est pas encore là. Se dire, typiquement, on fait des fermes solaires. Est-ce qu'à un moment donné, si on va faire une ferme solaire où il va falloir déboiser, est-ce qu'on est prêt à se dire, on ne le fait pas ce projet? Je ne suis pas sûr que la décision, elle soit aujourd'hui de dire non, on n'y va pas. Parce qu'on sait très bien de toute façon qu'on a un concurrent qui va se positionner. Mais oui, non, mais voilà. Et derrière, si on rate un gros projet, qu'est-ce qu'on fait de nos équipes? Ben, il faut le trouver, mais on ne va pas le trouver comme ça sur un claquement de doigts. Donc, on regarde pour changer, mais dans un gros groupe, ben, on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Ben, aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas de baguette magique et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait des baguettes magiques pour changer du tout au tout. Moi, j'ai une chance. En attendant la question suivante. Sinon, j'ai révisé, moi. Pardon. Toi, tu révises sur cette question. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai une chance extraordinaire. C'est que mon actionnaire, c'est moi-même. Donc, je n'ai pas de recherche de rentabilité par rapport à ce que je fais. La seule rentabilité que je cherche, c'est de me faire plaisir. Et à côté de ça, pour me faire plaisir, quand j'ai un client qui vient me parler d'un suremballage sur un de ses produits, j'ai la grande chance de pouvoir lui dire, eh bien, je suis désolé, mais je ne vous le ferai pas. Mais je suis mon propre actionnaire. Et pour revenir sur le rôle de l'ingénieur par rapport à la post-croissance, juste 2-3 éléments. La finalité de la croissance, ça suppose un peu que le bonheur dépend un peu de la consommation. Donc, il y a beaucoup de choses futiles. Ça veut dire que l'ingénieur, là-dedans, il faudrait qu'il s'interroge sur ce qu'on produit. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Interroger un peu les finalités, les usages des produits et essayer justement d'assurer plutôt des besoins essentiels ou des choses qui provoquent le bonheur et pas la consommation ou l'aliénation, la dépendance à cette consommation. Ça, c'est peut-être une première chose.
Et ensuite, bah, comment est-ce qu'on fait? Il faut considérer les causes de cette croissance effrénée et du fait qu'elle aura une limite. Donc cette limite à la croissance qui va causer cette post-croissance, c'est quoi? Bah, c'est le fait que notre économie aujourd'hui, elle est basée sur principalement de l'énergie et principalement des matériaux. Et les deux sont en quantité limitée sur Terre, à part le rayonnement solaire qui arrive, mais lui aussi en quantité limitée, dans tous les cas. Donc on ne peut pas croître infiniment, c'est pas possible d'un point de vue physique. Donc l'ingénieur derrière, il peut tout à fait, pour produire ces super objets et services utiles et qui nous font plaisir et qui provoquent le bonheur, eh ben, il faut qu'il soit capable de le faire avec très peu d'énergie et très peu de matière. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le paradigme dominant, sauf quand ça mène à des économies d'argent, ce qui est parfois, ça peut être concomitant, on peut le faire en même temps, mais ce n'est pas toujours le cas quand même. Donc voilà, il y a déjà, ne serait-ce que techniquement, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Si je peux juste rajouter une petite chose sur cette question. Alors, moi, je ne suis pas mon propre actionnaire. Néanmoins, je peux prendre des décisions qui vont à l'encontre du résultat. Et donc, par exemple, effectivement, nos variétés sont très bien adaptées sur l'Argentine, Chili, Uruguay, Brésil, et puis sur la partie Afrique du Sud. Ça n'a pas de sens de produire dans la vallée de l'Anjou des semences qui vont être embarquées en bateau pour aller à l'autre bout du monde. Donc, on a pris la décision de ne plus expédier lorsqu'on avait des commandes de ce type-là. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment que le monde économique bascule dans cette réalité de la post-croissance, il ne faut plus que les entreprises soient valorisées au niveau de la bourse sur la création de valeur. Il faut qu'elles soient valorisées sur leur durabilité, c'est-à-dire leur capacité à ce que dans 30 ans, elles soient encore contributrices d'une vie acceptable sur notre planète. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on change totalement les critères d'évaluation de la richesse de l'entreprise. Le jour où, lorsque mon entreprise, si j'ai besoin de la vendre, elle sera plus évaluée sur un multiple d'EBITDA, mais sur la durabilité vis-à-vis de notre planète, je pense que ça changera. Parce que si elle sort des 1000 et des 100, mais qu'elle vaut zéro parce qu'elle est vouée à disparaître, ça ne sera pas tenable. Mais ça, que le modèle économique, bancaire, mondial évolue là-dessus, je pense que malheureusement, on a encore un peu de temps. Mais bon, voilà. J'avais une question qui a Moi, été je voulais posée compléter sur... encore, non? Juste une dernière remarque, c'est que de manière tout à fait pragmatique, une entreprise, si elle veut survivre, peut-être à moyen terme, disons, il faudrait qu'elle réduise sa dépendance aux énergies dont on a parlé et aux matériaux. Et ça, la crise en Ukraine a commencé à bien le démontrer à tout le monde. Les entreprises qui ont le mieux résisté, on a vu les consommations énergétiques des entreprises pour le chauffage, rien que ça. Je sais que bon, l'INSA de Lyon avec qui je bosse, je ne veux pas vous donner la facture de chauffage, ils me l'ont donné, mais quand on entend le chiffre, on ne comprend pas, quoi. C'est pas possible. Donc si on réduit, on anticipe cette création de résilience, réduction de cette dépendance, de toute façon, il faut le faire, parce que c'est une question de survie, à part pour les énormes majors peut-être. J'avais une question qui a été posée sur le site de l'IUSF et qui est un petit peu dans la droite ligne. Est-ce que la croissance n'est pas juste une convention économique arbitraire? Voilà, vous avez 4 heures. Répondre? Voilà ça. Oui, c'est ce que je vais répondre à cette question et compléter un peu ce qu'on s'est dit jusque-là. C'est pas une convention arbitraire, c'est une convention. C'est-à-dire que on peut voir le PIB comme étant la somme des revenus, on peut voir le PIB comme étant la somme des produits qui sont réalisés. Donc, c'est une convention qui a été inventée au XXe siècle parce qu'à l'époque, on sentait que c'était un indicateur économique qui nous permettait d'aller de l'avant. C'était la croyance qu'on avait dans le progrès. Aujourd'hui, si on débat tout ça aujourd'hui, c'est que cette croyance-là, elle est un peu derrière nous et qu'on croit moins au fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette croissance-là, sous cette forme-là, emmène toutes les aspirations qu'on veut. Bon, donc, en gros, on est en train de confondre un moyen qui a été mis en place avec une finalité qui, à l'époque, n'était pas discutée. Donc, aujourd'hui, les finalités sont discutées. Je pense que néanmoins, on a besoin, dans tout collectif, on a besoin
de guide d'orientation, de critères. On ne peut pas flotter dans tous les sens. Il y a besoin donc d'indicateurs, pas forcément quantitatifs, c'est pas forcément le PIB, il faut voir. Et puis, deuxièmement, j'insiste quand même 2 points de plus pour qu'on se comprenne bien. D'une part, ce serait un peu naïf de considérer qu'il n'y a pas des entreprises qui doivent croître aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, de mettre un peu carré, mais aujourd'hui, en vrai, si on est un peu sincère, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des activités qui vont décroître, qui vont disparaître, et il y a des activités qui vont croître. Et c'est même très souhaitable. Je veux dire, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire qu'on a besoin de dispositions et de dispositifs bas carbone, efficaces, circulaires, et pas considérer que les entreprises qui poussent ça vont pas croître, forcément, parce qu'elles vont remplir un certain nombre de besoins absolument incontournables. L'activité d'efficacité énergétique, c'était une activité qui peut donner de l'emploi. Et elle en donne d'ailleurs. Hein. Les activités de reuse des matériaux, c'est des activités qui nécessitent du travail. On ne peut pas dire non plus, je vais peut-être m'arrêter là parce que je serais trop bavard, on ne peut pas non plus dire qu'on est trop mécanisé, trop automatisé, qu'il y a trop de numérique partout, ce qui est vrai et qui pose un assez sérieux problème d'empreinte carbone, et ne pas considérer qu'il y aura, toutes choses égales par ailleurs, un peu de boulot qui se fera par les êtres humains en chair et en os. Donc moi, je ne crois pas bien à l'égalité qui serait la suivante, moins d'usage de ressources matérielles, moins d'énergie, égale moins d'activité humaine, je ne crois pas du tout à ça. Après, le niveau auquel on va arriver collectivement, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de travailler 3 heures par semaine, 10 heures, 20 heures, et de quoi on a envie de dire, c'est un débat politique important. On est assez loin de pouvoir le poser aujourd'hui quand je vois le débat sur la retraite, mais je vais pas revenir là-dessus. Donc, voilà, donc c'est pas, donc pour terminer et conclure, hein, le PIB, c'est pas une convention totalement arbitraire, c'est une convention qui avait un sens par rapport à un contexte particulier. Et aujourd'hui, on est à remettre en cause ce PIB, et j'en profite pour dire qu'on est aussi à remettre en cause les indicateurs microéconomiques, parce que je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. C'est pas du tout logique qu'on puisse faire du bénéfice, le distribuer, alors que l'activité soi-disant bénéficiaire pour les actionnaires, elle est destructrice. Donc ça veut dire que nos comptes, quelque part, sont faux. Donc ça veut dire que nos conventions comptables de base, celles qui permettent de faire les comptes des entreprises, et même les comptes des collectivités, hein, elles sont à reconsidérer. Et ce propos, là, je voudrais être quand même un tout petit peu optimiste ce soir. Je joue l'optimiste ce soir. Hein. Il y a des travaux qui sont en cours. Moi, j'y participe et je ne crois pas du tout que ce soit impossible. Le PIB est une construction intellectuelle complexe qui a été faite. On fait des choses bien plus compliquées que ça. On a mis l'homme sur la Lune, on fait des trucs incroyables de complexité. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à compter un peu plus intelligemment. Ça me paraît quand même à peu près à notre portée. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, oh là, il y en a plusieurs, il y en a plein. Non, non, c'est en haut, en haut. C'est bon. C'était pour monsieur qui est chez Bouygues. Je voulais savoir, en tant que grand groupe, quand un client a une demande, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a ce réflexe-là de proposer de répondre forcément à la demande du client, mais de proposer une solution peut-être plus vertueuse? Et si c'est le cas, est-ce qu'en face, il y a les clients, ça leur parle, ça les intéresse, ou on est encore sur ouais, le moindre coup, voilà. Donc là, vous avez mis le doigt sur un sujet important, en fait. Effectivement, aujourd'hui, on essaye le plus systématiquement possible. Donc, je ne le dis pas qu'on le fait encore à 100%, qu'on le fait à 100%, mais le plus, je dirais, souvent possible, on va répondre à la demande du client, mais on va lui proposer à côté des alternatives bas carbone, en lui disant, voilà, par rapport à ce que votre demande, on est capable de vous proposer ces solutions avec des alternatives bas carbone. Maintenant, bien souvent encore, pas toujours le cas, mais bien souvent, les alternatives bas carbone coûtent plus cher ou vont avoir un temps d'amortissement bien plus long. Et on a des clients qui, aujourd'hui, pour encore, je dirais, une bonne majorité, ne sont pas prêts à passer ce cap.
Donc ça, c'est une vraie difficulté. Même le public. Même des grands groupes publics, oui, pour lesquels on travaille, qui aujourd'hui nous disent non, oui, effectivement, c'est intéressant, mais c'est 10% plus cher. Ben non, on ne prend pas. Vous faites comme avant. Et il y a une autre chose aussi, c'est que voilà, s'il y a des nouvelles solutions que des clients ne sont pas prêts aussi à accepter, parce qu'il faut les tester, c'est typiquement sur la construction data center, on propose aujourd'hui l'ossature bois. Ben, l'ossature bois, nos clients nous disent non, mais jamais. Ou alors, il y en a qui commencent à se dire bon, peut-être on va y réfléchir pour la partie bureau, mais pas pour la structure des salles informatiques. Donc il y a ça, et il y a un deuxième gros sujet en fait aujourd'hui là, typiquement chez Bouygues Energy Services, plus de 80% en fait de notre impact carbone, c'est nos achats. Et donc c'est comment nos fournisseurs peuvent nous accompagner dans des solutions bas carbone. Et ça aujourd'hui, nos fournisseurs, alors je dirais pas les gros, les Schneider, Legrand ou autres qui ont des moyens pour travailler sur ces sujets-là, mais sur des plus petites PME avec qui on travaille, ou des moyennes structures, eh bien, n'ont pas toujours les moyens. Et quand on leur demande rien que des chiffres sur l'impact de carbone ou environnemental de leurs produits, ben aujourd'hui, ils ne savent pas nous le donner. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu coincé. On aimerait bien aller plus loin, plus vite, mais on ne peut pas toujours le faire. Merci. D'autres questions là-bas dans le fond? Allume le micro. Parce qu'il était allumé. Oui, je voulais revenir encore une fois sur Monsieur Guiba qui disait tout à l'heure, donc par rapport au fait que si un client arrive avec une demande qui semble déraisonnable, aujourd'hui, on ne va pas la refuser pour des soucis donc, de compétitivité, donc de ne pas laisser des parts de marché à des concurrents et également de maintenir des emplois, qui est un argument fort. Mais est-ce que ça veut dire que donc, dans des grands groupes de cette taille-là, il y a une certaine inertie qui fait que finalement, on ne peut pas freiner et on ne peut pas arrêter parce qu'on a peur, par exemple, de devoir supprimer des emplois, de perdre du marché. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions pour avancer différemment et freiner finalement? Alors, on va, si on a vraiment une demande qui est très déraisonnable, on n'y répondra pas. Mais après, voilà, maintenant, faire la part des choses entre qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, ça aussi, c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers, typiquement, on a dans le groupe une filiale qui était plutôt axée sur l'oil and gas et qui aujourd'hui, en fait, est en train de trouver et de chercher de nouveaux marchés pour sortir totalement à terme de l'oil and gas. Mais la problématique, c'est que, voilà, aujourd'hui, elle a 90% de ses activités sur l'oil and gas. Du jour au lendemain, elle ne va pas pouvoir sortir complètement. Donc, c'est comment on commence à sortir au fur et à mesure à trouver d'autres business, mais ça prend du temps. C'est des choses qui vont se faire sur du moyen long terme. Oui, alors bonjour, je voulais aussi réagir sur le fait qu'on est ici pour parler du rôle des ingénieurs dans la post-croissance et question aussi pour Damien Michaud dans les travaux qui ont été réalisés avec le Shift Project et donc l'INSA. Je suis ingénieur de formation, ingénieur ECAM, mais j'ai été aussi formée à l'économie et on voit là qu'on parle beaucoup de modèles économiques. Et il y a deux éléments, il me semble, qu'on n'a pas cités. Donc, il y a une réforme des normes comptables qui est en cours, des normes IFRS, donc des normes des standards internationaux. Et je pense que ça, c'est important de le dire, de faire entrer le capital environnemental dans les calculs des comptes des sociétés. Et évidemment, ça va changer les choses. Et en tant qu'ingénieur, on peut s'y former. Donc, moi, j'invite les ingénieurs à se former au modèle économique parce que je pense qu'on a notre rôle à jouer. Et comme on a une connaissance de la réalité physique et qu'en même temps, on peut acquérir cette connaissance du modèle économique, qui est un autre modèle. Donc, je vois pourquoi on ne peut pas y accéder. Et il y a aussi la taxe carbone qu'on n'a pas évoquée. Évidemment, si ça coûtait très cher de produire du carbone, ça va changer la donne. Donc, en tant qu'ingénieur, c'est peut-être pas là qu'on agit, nous. Mais est-ce que, donc, je reviens à ma question, est-ce que ça a été mis sur la table ou évoqué cette formation au modèle économique des ingénieurs? Alors, c'est un peu un contrepoint. Mais est-ce que ça a été évoqué?
Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? oui, oui, tout à fait. Et on a même construit un référentiel de connaissances et de compétences. Et ça apparaît au plus haut niveau. Enfin, plus, on va dire, ça apparaît au niveau des connaissances et des compétences macroscopiques. C'est comprendre les modèles économiques dominants et alternatifs. Parce que, comme vous le dites, on est complètement convaincu que l'ingénieur, il a un rôle à jouer, mais qu'il faut qu'il comprenne dans quel système il est pour pouvoir le faire évoluer avec les responsabilités qui sont les siennes. Donc oui, oui. Et la force de certaines INSA, c'est qu'elles ont un gros pôle de sciences humaines et sociales. Donc oui, certaines le font plus facilement que d'autres. Mais c'est pas, il n'y a pas que les INSA, hein, il y a d'autres écoles qui le font aussi. Hein. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut absolument. C'est pour ça que j'ai parlé en introduction des sciences humaines et sociales. C'est notamment pour cette partie économique. Oui. Je voudrais juste rajouter, alors, les ingénieurs, effectivement, il faut qu'on les forme sur ces sujets-là, mais avant tout, c'est les financiers. Ça, c'est vraiment la priorité. Je vois, en fait, donc, au niveau du groupe, on a cette année, en fait, on va commencer à faire un groupe de travail multimétier pour voir comment on peut intégrer un prix du carbone dans nos CAPEX, dans nos OPEX, pour à un moment donné se dire, parce que de toute façon, on le voit, il y a les réglementations européennes qui évoluent, qui arrivent avec les taxes sur certains produits fortement émetteurs de carbone aux frontières de l'Europe. Donc, comment on intègre ça pour se dire, maintenant, en fait, attention, voilà l'impact que ça peut avoir dans notre business et comment on y fait face. Un petit complément par rapport à la question, c'est qu'ici on est à Nantes et je pense qu'à moins de 500 mètres, il doit y avoir l'école Audencia, qui est une école de management. Et donc le Shift Project a aussi mené un projet équivalent à celui des écoles d'ingénieurs, mais avec les formations en gestion et finance, donc en partenariat avec plusieurs écoles, mais notamment avec Audencia. Et donc ils ont fait le même exercice que nous et ils sont partis de la base qu'on avait produite sur la partie ingénieur. Ils ont pris le même panel de compétences et de connaissances pour l'adapter aux métiers en formation en gestion, aux écoles de commerce, quoi, en gros. Et donc, au cœur de cette évolution, il y a justement recomprendre la matérialité de l'économie et être capable d'avoir justement ces modèles alternatifs en tête dans leur travail. Donc oui, c'est pas que les ingénieurs, c'est pas que les économistes. Et peut-être un autre point pour ouvrir encore un peu plus le débat. On pourrait dire la même chose de Sciences Po. Sciences Po, il faudrait qu'ils comprennent l'économie, il faudrait qu'ils comprennent la technique. Mais d'un autre côté, on pourrait dire aussi les ingénieurs, est-ce qu'ils comprennent la politique? Et est-ce qu'on leur donne la parole? Et quand je dis la politique, c'est pas la politique uniquement politicienne, c'est plutôt est-ce qu'ils comprennent le rôle politique qu'ils ont de par les choix techniques qu'ils vont produire. C'est plutôt ça. C'est plus de comprendre que leur rôle, leur action, elle est complètement politique. Et c'est pas neutre, ce n'est pas juste un rouage de la machine, il me semble. Alain Grandchamp, je pense que vous voulez ajouter quelque Oui, chose? oui, deux petites choses. La première, c'est que je partage complètement ce qui a été dit dans la salle. C'est important, ce caractère un peu pluridisciplinaire, et on est un monde où les questions dites de système, donc les questions systémiques, sont de plus en plus importantes. C'est important donc que les ingénieurs se forment à la finance, que les financiers se forment aux enjeux climatiques et de biodiversité. C'est important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé avec Marion Cohen une plateforme qui s'appelle The Other Economy, qui est gratuite en ligne et qui vise à faire ça. Ma deuxième remarque, The Other Economy, c'est facile à comprendre. Hein. Ma deuxième remarque, ça concerne c'est relatif à ce que vient de dire ce qui a été dit sur la taxe carbone et l'intégration du prix des carbones dans les entreprises. Dans le cadre des IFRS, là, des normes comptables qui ont été citées tout de suite, il va y avoir une évolution très importante qui est la prise en considération dans le bilan des entreprises des risques climatiques. Ces risques climatiques peuvent être des risques de transition. Donc, si les entreprises ne vont pas assez vite dans la transition, elles peuvent être rattrapées par la patrouille, que ce soit par le prix du carbone, que ce soit par des réglementations brutales, parce que à un moment ou à un autre, si les entreprises ne font pas le job, c'est l'État qui le fait. Et on l'a bien vu dans le domaine de l'industrie automobile. Hein, les normes sont quand même très strictes, très draconiennes, et elles ont eu des effets business absolument considérables. Donc, pour prendre en considération ce risque de transition dans les bilan d'entreprise, il y a une méthode assez simple qui consiste à mettre un prix au carbone assez élevé, hein, pas juste le prix de la future taxe, et voir ce que ça donne dans le bilan. Et ce qu'on appelle des impairment tests.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais assez optimiste, parce que je pense que ça, c'est vraiment sur la table, et c'est sur des tables internationales. Hein. Les normes, ça a été dit tout de suite, hein, les normes IFRS, c'est les normes mondiales. C'est pas juste franco-français. Voilà, je voulais juste dire ces 2 points. Merci, Claire. Il faut appuyer. Ça marche. Je voulais revenir sur les échanges suite à votre question, sur le fait qu'effectivement, l'ingénieur est censé connaître l'économie, enfin voilà, avoir une sorte d'omniscience, mais l'omniscience, c'est quelque chose d'inatteignable. Et en fait, pour moi, enfin, comme je le comprends, l'ingénieur, il a vraiment un rôle d'animateur, enfin, en tout cas dans le métier que j'exerce aujourd'hui, d'aller chercher les différentes compétences et de les mettre ensemble et de coordonner tout le monde dans un rôle un peu de management. Et sur le rôle politique que joue l'ingénieur, je vous rejoins complètement dans la fonction publique. Moi, donc, service déchets de Clisson Agglomération, je suis la seule ingénieure et je discute avec des élus qui ne connaissent rien aux déchets, mais qui ont des demandes et qui en fait reflètent les demandes des habitants. Enfin voilà, les élus sont élus par vous en fait. Donc les élus finalement ce sont des représentants de la société. Donc je discute avec ces représentants de la société qui me font des demandes, qui m'interpellent, et moi je leur fais des propositions construites. Et pour faire des propositions pertinentes, je m'appuie sur mes connaissances, mais je m'appuie aussi sur des compétences que je vais aller chercher ailleurs. Et c'est mon rôle d'ingénieur dans ce service d'être capable d'aller chercher des compétences dont je ne dispose pas moi-même, ni au sein de mon équipe, d'aller ponctuellement chercher. Et pour moi, du coup, les passerelles entre le monde territorial, la fonction publique, le monde de la recherche, le monde universitaire, c'est hyper important. Et pas que dans des domaines R&D techniques. Moi, j'ai vraiment pris l'habitude de travailler avec un laboratoire de géographie sociale, compétence un peu étrange, mais du coup, d'avoir une approche territoire, une approche sociologique, et du coup, une autre manière de réfléchir et d'apporter des clés de lecture supplémentaires. Je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que, en fait, j'étais totalement d'accord sur le fait que l'ingénieur doit avoir beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, mais qu'il n'est pas non plus censé tout faire tout seul et que ce serait vraiment une erreur et que le rôle de l'ingénieur, c'est d'être aussi capable de savoir là où il n'est plus compétent et d'aller chercher des compétences manquantes ailleurs. Et par contre, l'ingénieur, il a une vraie responsabilité, surtout quand il n'est pas beaucoup dans sa structure. Voilà. On va peut-être prendre encore 1 ou 2 questions. Allô? Oui. Donc, faut que je retrouve le début de ma question. Ouais. Alain Grandjean l'a souligné tout à l'heure, on peut faire des actions individuelles, on peut faire des actions au sein de sa propre entreprise, mais dans tous les cas, pour avoir un changement collectif d'ampleur, l'État a un rôle essentiel dans la transition. Bon, c'est peut-être là que ça se complique en fait. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui que, par exemple en Europe, ce qui monte plutôt, ce n'est pas tellement les partis écologistes, mais plutôt l'extrême droite. Quand on voit qu'on a un président qui s'interroge comment on aurait pu prévoir la crise climatique, quand on voit, ça peut se voir sur les retraites, ça peut se voir aussi sur les manifs climat, que dans les manifs, je vais passer à la question, que les manifs dans la rue, elles sont tendues et de plus en plus tendues. Il y a une question qui se pose qui est comment la société civile peut faire en sorte que ça bouge dans le bon sens et comment les ingénieurs peuvent, dans leur rôle, aider la société civile dans ce but. Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre rapidement, mais après, il faut que je vous laisse. Je suis désolé, j'ai une contrainte horaire. C'est pour ça que je prends la parole. Je peux? Allez-y, allez-y. Ok. Il y a plein d'actions possibles et ça dépend, ça a déjà été dit par Damien Michaud, ça dépend des sensibilités des uns et des autres. J'aime bien faire l'analogie avec la vie. Il y a beaucoup de niches écologiques et il y a beaucoup de manières d'habiter ces niches écologiques et d'interagir dans les niches écologiques. L'humain, c'est du vivant et donc c'est la même affaire. Il y a des moyens juridiques et judiciaires. Il y a des moyens
associatif. Le Shift Project, c'est une association. Il y a des moyens de manifestation. Je voulais juste dire que ça fait des années et des années que moi, à titre personnel, je suis l'évolution politique dans ce domaine-là. Hein. En gros, depuis 2007, on a créé Carbone 4 en 2007. Et les choses, il faut les voir avec un petit peu de recul, si je peux me permettre. Et je ne dis pas que vous n'en avez pas dans la question, mais quand même, il faut voir. C'est-à-dire que pour bien mener son action, et pour être efficace, donc pour ne pas s'épuiser, il faut savoir ce qui a bougé, ce qui peut bouger, quels sont les freins et où est-ce qu'on est vraiment efficace. Donc il faut mettre pas mal de rationalité. Et de ce point de vue-là, j'ai bien aimé le propos sur l'ingénieur qui peut être un chef d'orchestre et puis qui peut faire appel à des compétences. On a besoin de gens qui ont une bonne capacité de réflexion. Si je prends juste un exemple très très simple, hein, la question juridique et judiciaire. Donc moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des... Je suis un ingénieur de formation, hein. Ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des relations avec des avocats sur des affaires dont je ne vais pas parler ici. Écoutez, les avocats sont très heureux de discuter avec des gens qui ont une formation d'ingénieur pour les éclairer sur un certain nombre de considérations, parce qu'ils peuvent entendre une chose son contraire, à l'inverse, et ils ont un tout petit peu mal à s'y repérer. Ça, c'est un exemple parmi 50. Juste une petite remarque, parce que Alain sera trop modeste pour le dire, mais je pense que un bon exemple de ce que les ingénieurs peuvent faire et avec une énergie colossale, c'est ce qu'ont fait Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici pendant des années, où quand ils ont commencé leur discours, qui était un discours d'ingénieurs et scientifiques, ils n'étaient pas écoutés et il faut voir aujourd'hui comment ils le sont. Donc je pense que bravo pour la ténacité d'ingénieurs comme eux. Merci beaucoup. Alors, si je peux rajouter, oui. Alors, moi aussi, je suis de formation ingénieur et je pense que je passe 20 à 30% de mon temps vis-à-vis des collectivités. Donc, représentant de l'État, le préfet. Donc, j'ai rencontre pour expliquer l'activité et ce qu'on fait. Les conseils généraux, les députés, etc., pour les inviter, leur faire comprendre et leur montrer ce qu'on fait et en quoi ils peuvent, au niveau politique, influencer l'Assemblée nationale dans le bon sens. Et donc, oui, c'est notre rôle aussi d'ingénieur en ayant cette base scientifique qui permet d'expliquer des choses complexes à un public le plus large possible, et notamment nos élus, comme Claire le disait tout à l'heure. Je vous remercie. On va s'arrêter là. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste vous demander un mot de conclusion à chacun, mais alors vraiment très court. Quel message souhaitez-vous faire passer aux ingénieurs et scientifiques en devenir qui sont parmi nous ce soir? Et si vous avez un livre aussi à leur conseiller, parce que nous sommes dans une école, mais très vite. Je commence. Moi, le conseil ou l'injonction, je ne sais pas, c'est soyez responsables, vraiment. Enfin, en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir d'influence qu'on a quand on arrive dans une structure avec un diplôme de l'École centrale Nantes. Et donc, chaque chose qu'on dit doit être pesée. Et alors, tout n'est pas... les effets ne sont pas forcément immédiats. Donc, il faut être responsable, il faut être convaincu et patient. Parce que, voilà, beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie. Et voilà, moi, j'ai passé 5 ans et demi à Nantes Métropole avant d'arriver à Clisson. Et en 5 ans et demi, j'ai réussi à faire bouger des lignes à Nantes Métropole, qui est la méga structure à 8000 agents. Donc, c'est bien. Mais voilà, ça m'a pris 5 ans et demi, ça m'a épuisé. Et donc, je suis partie. Mais je suis quand même contente d'avoir fait bouger 2 lignes, au moins 2-3 lignes. Et après, sinon, un livre, alors moi, c'était pas vraiment un livre conseil, c'est un livre qui m'a un peu marqué. C'est L'automne à Pékin de Boris Vian, livre qui ne parle ni de l'automne ni de Pékin. C'est comme ça qu'il le décrit lui-même. En fait, c'est un petit groupe d'ingénieurs qui part dans un désert construire une ligne de train qui relie 2 gares que personne ne fréquente. Et en fait, ils meurent tous les uns après les autres dans cette entreprise. Une tempête de sable fait disparaître toute trace du chantier et le lendemain arrive une nouvelle équipe d'ingénieurs. Voilà. C'est intéressant, ça fait réfléchir. Je vous ai un peu spoilé le truc, mais ça vaut le coup de le lire, c'est poétique. Luc Saint-Bonnet. Alors moi, j'ai envie de vous dire, engagez-vous. Vous avez la chance d'avoir fait des études supérieures, ce qui n'est pas le cas sur la planète monde d'une grande partie de la population.
et que ce développement, ces études et le développement intellectuel qui vous donnent des capacités pour transformer notre monde, allez-y, engagez-vous. Et puis, pas du tout original en termes de bouquin, c'est le le Monde sans fin de Jean Covici. Mais c'est une BD sympa à lire et je pense qui matérialise bien les enjeux auxquels on fait face. Merci. Christophe Delair. Je partage ton message d'encouragement et d'engagement et je passerai juste au bouquin. Moi, je reste intéressé par l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui est une façon que je trouve bien imagée, raisonnée, réfléchie, de poser la problématique et d'envisager quelques pistes. C'est un bon bouquin. Alors, je dirais, moi, engagez-vous aussi. Non, mais on a besoin de vous aussi. En fait, si vous voulez que les grosses structures comme nous changent plus rapidement, c'est avec vous. C'est vous qui pourrez. En fait, il faut qu'elles changent de l'intérieur. Et donc, on a besoin que vous vous engagiez, que vous soyez là pour, en fait, faire bouger les choses de l'intérieur. Et comme livre, un livre de Philippe Biouy, L'âge des low-tech. Merci. Faut y aller, hein. Non, mais voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Il y a des choses à faire partout. Si je témoigne de ma reconversion, j'étais complètement dans une dissonance cognitive terrible et j'arrivais pas à la résoudre. Et quand j'ai commencé à imaginer ce que je pouvais faire après, j'y arrivais pas. Et quand j'ai pensé une formation, ça m'a libéré parce que j'avais pas tout de suite à répondre à la question de ce que j'allais faire exactement derrière. C'est ça qui me bloquait, ce qui est complètement stupide en fait. Que finalement, à l'issue de ma formation, je savais toujours pas ce que je devais faire. Et c'est venu au fur et à mesure. Donc en fait, c'est une espèce de démarche itérative où le plus important, c'est de se lancer. Et une fois qu'on est lancé, c'est comme une randonnée. Si vous regardez le haut de la montagne, vous ne faites pas le premier pas, il ne se passe rien, vous ne progressez pas. Vous faites un premier pas, le deuxième arrive, le troisième, le quatrième, vous changez de direction. Donc voilà, allez-y tout de suite. Vous ne prendrez peut-être pas la bonne décision au début, mais ce n'est pas grave. Vous réorienterez. Et l'important, c'est d'y prendre du plaisir, de savoir pourquoi vous le faites. Et vous serez certainement bien plus content de faire ça, même si c'est difficile et parfois déprimant, que de faire un métier qui n'a pas de sens. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'y aller directement et de bousculer tous vos projets. Et en conseil de livres, je conseille de lire des articles éventuellement ou des livres de Catherine Larère qui parlent du rapport qu'a l'humain à l'environnement, à la nature, parce que c'est une des causes profondes aussi qu'on n'a pas trop évoquées aujourd'hui. Donc ça, elle est vraiment spécialiste de ça, la philosophie de l'environnement. Et peut-être une autre idée, beaucoup plus technique et ingénieure, si vous voulez changer les choses. On parle de changer un système, on parle de changer plein de sous-systèmes. Donc, il faut comprendre comment les systèmes fonctionnent. Et les spécialistes là-dedans, c'est les Meadows, qui ont produit notamment, quand tu es contributeur du rapport de Rome. Et Donella Meadows, la femme de Dennis Meadows, elle a écrit des super papiers là-dessus. Elle a écrit un bouquin qui vient d'être réédité en plus. Donc, lisez ça, vous allez comprendre les différents niveaux pour faire changer un système du plus petit niveau, qui est toujours celui qu'on actionne et qui est le moins efficace. En gros, régler les paramètres du système, changer un pourcentage, mettre une taxe un peu plus élevée, etc., à tous les autres leviers qui sont les plus importants. Et c'est assez éclairant, je trouve. Et vous reviendrez à la précédente recommandation de lecture. Merci. Merci. Alain Grandjean, vous avez le mot. Oui, merci beaucoup. Les deux mots clés les plus importants dans la raison d'être de Carbone 4, c'est lucidité et enthousiasme. Je crois que la formation d'ingénieur, ça rend lucide, mais il ne faut pas que ça vous fasse perdre l'enthousiasme. Et ce n'est pas parce que la situation peut sembler, sous certains aspects, très inquiétante qu'il y a désespéré. Il ne faut vraiment pas confondre les registres. Donc, allez-y, mobilisez-vous, on a besoin de vous. Ça, c'est le message qui a été dit autour de la table. Et concernant les lectures, je vais me faire un peu de promotion individuelle, je suis désolé, mais je vais vous suggérer d'aller dans la plateforme The Other Economy, parce qu'il y a un énorme onglet ressources dans lequel il y a à la fois des livres, certains ont été cités ici, et tout un tas d'articles et de sites. Vous y trouverez votre miel, j'espère. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Je voulais simplement terminer par quelques remerciements, bien évidemment. D'abord de l'école centrale Nantes et son directeur pour cette magnifique salle où nous sommes ce soir. Remerciements aussi à
notre animatrice qui a mené de main de maître l'ensemble des échanges et tenu les délais, ce qui est quand même pas toujours facile. Mais, merci aussi à tous les intervenants ici présents et puis ici à distance pour Alain Grandjean. Et puis merci à vous, public, d'être là, et je pense en particulier aux jeunes. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses dans ces échanges qui vous serviront au fil de votre carrière. Dernier petit point, bon, ça s'intitule Soutenir l'IESF. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, nos conférences, nous les avons choisies gratuites, donc tout le monde peut s'inscrire, ce qui est un avantage, mais parfois aussi un inconvénient, parce que on s'inscrit et ça ne coûte pas cher de ne pas venir et ça nous perturbe un petit peu dans les organisations. Mais enfin, c'est le choix que nous avons fait. Si vous souhaitez nous soutenir, on a mis en place un QR code. Vous pouvez, en fonction de votre envie, hein, c'est tout à fait sous forme de volonté de votre part, nous aider d'une part dans l'organisation de celle-ci, bien sûr, puisqu'il y a un cocktail, comme vous le savez, qui nous attend. Et puis surtout aussi à préparer d'autres conférences, parce que bien évidemment, chaque année, nous faisons au moins une conférence et en général 2. Donc, merci de votre participation. Puis maintenant, je vous laisse aller échanger un verre à la main et prolonger cette soirée. Merci à tous.